Bienvenue à tous dans la suite de ce programme de formation dédié aux débutants en HTML5 et CSS3. Dans la partie précédente, on avait parlé de l'intégration multimédia dans notre document HTML et je pense que, vu qu'on parlait de l'intégration multimédia, on était au niveau de cette section. Rappelez-vous, je vous ai présenté la page Mozilla MDN. Et au niveau de cette page ici, quand vous allez venir au niveau des technologies, vous allez sélectionner HTML. Donc là, nous sommes sur la page principale du HTML. En descendant un peu plus bas ici, on avait la ressource multimédia et l'intégration. À l'intérieur de cette ressource, on a parlé en fait des images, des vidéos et également des sons. Mais il y a ce qu'on appelle les images, il y a ce qu'on appelle également des iframes. Ces objets-ci, de object à iframe, il y a le iframe, le embed et le object. Je vous conseille également de lire cette section et de comprendre de quoi il en ressort, et également de lire la section associée aux images vectorielles qui sont généralement des SVG. Donc on va revenir sur la page d'accueil de notre documentation et on va s'intéresser aujourd'hui au formulaire. Comme je l'ai dit ici, il faut toujours entrer de fond en comble dans tous les éléments qu'on fait. On va prendre énormément de temps. Donc, de façon factuelle, on va parler de ce qui est primordial au fonctionnement de l'intégration qu'on a envie de faire. Et en ce qui concerne les autres éléments, les éléments supplémentaires, en lisant la documentation, vous allez comprendre de quoi il s'agit réellement. Lorsqu'on veut faire un formulaire en HTML, on utilise l'élément HTML form. Cet élément HTML prend ici un attribut action qui n'est pas obligatoire et prend également un attribut ici méthode qui n'est également pas obligatoire. Cet attribut action ici la représente la page vers laquelle le formulaire va être redirigé lorsqu'on va faire son traitement côté serveur, ce qui n'est pas notre cas, donc on peut supprimer cet attribut. Et en ce qui concerne la méthode, ça représente également la méthode côté serveur qui va être utilisée. Et vu qu'on ne fait pas un traitement serveur ici, on va également supprimer cet élément. Un autre attribut qui est également utilisé au niveau de la balise form, c'est ce qu'on appelle ici généralement le endType. Et le endType ici nous permet de savoir si notre document, si notre formulaire va pouvoir charger les fichiers ou alors s'il est un simple formulaire qui ne charge pas de fichiers. Dans ce qui concerne les trois attributs que je viens de vous montrer ici, vu qu'on ne fait pas du back-end, on ne va pas s'y intéresser. Si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, vous n'aurez qu'à regarder la formation PHP que j'ai conçue à cet effet. Le lien de la formation se trouve dans la description de cette vidéo et de toutes les autres vidéos de la formation HTML et CSS. Donc, à ce niveau, on vient d'initialiser notre formulaire, mais si on regarde notre page, on se rend compte qu'on n'a rien. En fait, on vient de dire au navigateur que dans cet espace ici présent, tu vas nous mettre un formulaire. Et du fait qu'on mette ça, le navigateur sait que le formulaire a une API particulière et il y a certaines méthodes qui lui sont généralement appliquées. Donc, si on va ajouter un champ, on va par exemple dire qu'on va ajouter ici un input. Et par défaut, généralement, on utilise les inputs de type texte. Mais à côté des inputs de type texte, comme je vous ai montré précédemment, on peut avoir les inputs de type password par exemple. On peut également avoir les inputs de type email. On pourra avoir par exemple des inputs de type number. Donc là, je vais mettre par exemple ici un input et je vais me demander input de type number. Vous voyez qu'à chaque fois, on a des éléments qui sont différents. Et si vous voyez que tous ces éléments prennent les 100%, c'est simplement parce que dans notre CSS, quand on travaillait précédemment, on avait à traiter des inputs ici en leur donnant un 100%. Donc si je reviens par exemple ici, lorsqu'on veut mettre les boutons dans les formulaires, on a deux méthodes. La première méthode ici là consiste à mettre un input et de se dire que ce input en fait, il sera de type non pas texte, mais plutôt de type submit. Et là, le formulaire reconnaît qu'ici, c'est un bouton que je dois avoir. Et le bouton également prend une mise en forme parce qu'on avait déjà également traité des inputs de type submit par ici. De la même façon, si on veut mettre un autre bouton, on peut simplement venir ici et se dire qu'on va mettre un button. Désolé, c'est plutôt un button comme ceci. À ce button, on va lui mettre un attribut type qu'on va dire ici submit. Donc, on voudrait que ce soit un bouton qui nous permet d'envoyer quelque chose. Mais contrairement maintenant à ce type submit qui est ici, et déjà que lorsqu'on fait le type submit, par défaut c'est venu là avec envoyer, on doit donner la valeur. Lorsque je mets ici value, c'est ce que je veux voir affiché à l'intérieur de ce bouton. Je peux simplement dire inscription. Et lorsque je sauvegarde, vous voyez que j'ai plutôt inscription qui apparaît par ici. À la différence de l'input de type submit, lorsqu'on a notre bouton ici, on ne va pas lui mettre le value, on va plutôt mettre la valeur qu'on aimerait voir affichée dans le bouton entre la balise button ouvrante et la balise button fermante.
Donc là, je vais dire par exemple connexion. Et vous voyez que j'ai cet élément qui apparaît par ici. Donc ces deux éléments sont des boutons qu'on peut utiliser avec notre formulaire. Lorsque je clique, vous voyez que ça recharge immédiatement la page. Maintenant, à côté de ces éléments qui représentent les champs dans lesquels on peut saisir nos éléments, on va parler également de certains types d'éléments qui sont par exemple ici des selects. Lorsqu'on fait le select, ça va nous sortir une liste déroulante. Et à l'intérieur du select, on doit pouvoir donner les options qu'on aimerait avoir. Ici, on va mettre une value et je me dis peut-être que cette valeur va être, on va saisir le matin. Et là, ça va nous indiquer ici le matin. Ce qui veut dire que dans notre select, qui est par ici, vous voyez qu'on a une valeur qui est le matin. Pour garder une certaine cohérence, je me dis qu'on va mettre ça juste après les champs de type input text. Et on va garder les boutons en dessous. Et vu qu'on veut essayer d'avoir un peu d'aération, je vais mettre un BR comme ceci et je vais mettre un deuxième BR. Donc là, je viens d'ajouter une première option qui va me dire que c'est le matin. Ce que je viens de mettre, je vais copier et coller deux fois. À cet endroit, je me dis que ça ne sera pas le matin, ça sera midi. Et à ce dernier endroit, je me dis que ça sera le soir. Donc là, on vient de mettre trois éléments dans notre select et on peut choisir l'une des trois valeurs. Après les select, il y a également d'autres options qu'on appelle généralement les inputs, comme ce qu'on a écrit précédemment, mais à ce niveau, on n'aura pas des inputs de type texte qui nous produisent des champs dans lesquels on saisit du texte, mais on aura par exemple un input de type radio. Et vous voyez qu'un input de type radio va nous sortir un bouton à cocher, une case à cocher. De la même façon, à côté des inputs de type radio, on a ce qu'on appelle les inputs de type checkbox. Et là, ça me sort une autre case à cocher. Quelle est la différence en fait entre la checkbox et la radio vu que les deux sont des cases à cocher? La différence réside généralement lorsqu'on fait du back-end ou alors lorsqu'on veut faire un certain traitement avec un calcul sous condition. Lorsqu'on crée des radios, par exemple si je duplique ce champ, il y a généralement l'attribut name qu'on utilise en back-end. Et je vais mettre ici un name. Je vais dire que ce name c'est simplement radio. Le fait de mettre ces deux éléments ici, et j'ai oublié de fermer, le simple fait de mettre ici là ces deux inputs de type radio avec le même attribut name, parce que vous voyez que j'ai dans l'attribut name de chaque côté c'est radio, ça veut dire que ces deux checkbox par ici, ces deux inputs de type radio sont en fait liés. Donc je ne peux pas cocher les deux à la fois. Vous voyez que dès que je coche l'un l'autre se décoche immédiatement. Par contre, c'est tout le contraire avec les inputs de type checkbox. Avec les inputs de type checkbox, peu importe que je mette ici là le même attribut, comme par exemple je vais mettre ici name et je me dis que c'est simplement check, je pourrais cocher ces trois checkbox à la fois et ça ne pose aucun problème du tout. Donc généralement, lorsque vous allez travailler avec des listes pour lesquelles on doit faire un choix, on suppose peut-être qu'on veut faire un menu. Lorsqu'on veut faire un menu, on a envie d'utiliser les inputs de type checkbox parce qu'on peut vouloir choisir la moutarde, la mayonnaise et les frites en même temps. Par contre, lorsqu'on demande à quelqu'un de choisir par exemple son sexe, il ne peut pas être homme et femme en même temps. Là, on va utiliser les inputs de type radio. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là en ce qui concerne les formulaires. On ne va pas entrer très en profondeur, mais comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'éléments à connaître dans les formulaires. Si vous parcourez la documentation ici présente, vous allez voir par exemple comment structurer un formulaire. Ici, vous allez voir quels sont les widgets pour formulaires disponibles. Et à ce niveau, vous allez voir validation et soumission des données des formulaires. Au niveau du HTML, lorsqu'on parle de la validation et des soumissions, il y a une validation, en fait, une sécurité primitive dans le HTML, bien qu'elle puisse être désactivée à n'importe quel moment. Quand on va revenir dans nos formulaires ici, je vais vous montrer quelque chose. Je vais utiliser ici un attribut qu'on appelle le required et je ne vais pas le mettre sur les autres éléments de type input. Quand on va revenir par ici, si j'essaye de soumettre mon formulaire, vous voyez qu'on me demande de compléter ce champ. Le formulaire n'a pas été soumis. Donc, je vais actualiser ma page et lorsque je soumets, on me demande de compléter ce champ parce que j'ai demandé qu'il soit obligatoire. Donc, c'est en ça que consiste en fait la sécurité. Autre attribut qu'on peut voir par exemple dans les formulaires, je viens de mettre ces champs ici, mais en réalité, on ne sait pas à quoi tous ces champs se réfèrent. On ne sait pas là où on doit saisir peut-être le nom, le prénom, l'email ou le mot de passe. Donc, il y a un autre attribut qu'on appelle par exemple le placeholder.
pas par exemple, c'est le placeholder. Et à l'intérieur, je peux dire par exemple votre nom. Donc là, vous voyez que ce champ m'indique désormais que c'est mon nom que je dois saisir. Et si je saisis quelque chose, par exemple coding, ce qui est à l'intérieur va disparaître pour laisser place à ce que je suis en train de saisir. Mais une méthode qui est généralement très recommandée pour travailler avec les indications des champs de formulaire, c'est ce qu'on appelle ici le label. Lorsque je donne le label, vous voyez ici là qu'on m'a demandé un for. Je donne le label pourquoi? Je donne par exemple le label pour le password. Donc je dis ici for password. À l'intérieur du label, c'est là où je vais dire ici mot de passe. Et une fois que j'ai renseigné le label mot de passe ici, au niveau de l'input de type password qui est par ici, l'ID qui est par ici joue le rôle de liaison avec le for que j'ai mis par ici. Donc au niveau de l'ID, je vais exactement mettre aussi ce que je viens de mettre plus haut qui est le password. Lorsque je sauvegarde, vous voyez que j'ai ici mot de passe. Et ce mot de passe fait référence au champ de formulaire qui est en dessous. Pourquoi est-ce que j'ai demandé qu'il fallait mettre ce for ici et mettre ce ID de ce côté? Supposons que je copie par exemple ce champ qui est par ici et que je le mets là en dessous. Je ne vais pas dire que c'est for quelque chose, je vais laisser. Et je vais me dire par exemple, ou alors je vais même me dire c'est pour l'email. Mais lorsque je me dis que c'est pour l'email, je remplace ici email. Par contre, au niveau de l'input de type email ici, je ne mets pas d'identifiant. Si je clique ici sur email, vous voyez qu'il ne se passe rien. Par contre, lorsque je clique ici sur mot de passe, je peux directement commencer à saisir dans mon champ de texte. Donc, généralement, c'est comme ça qu'on travaille avec les labels en HTML. En mettant l'attribut for qui est par ici et qui n'est déjà pas obligatoire, on doit mettre un attribut ID qui est par ici et qui n'est pas aussi obligatoire pour pouvoir faire la liaison entre les deux champs. Sémantiquement parlant et pour l'optimisation de votre site, c'est quelque chose de bien. Mais il arrive que pour une raison ou pour une autre, on n'ait pas besoin d'utiliser ce label. Donc comme je l'ai dit, on ne va pas entrer dans trop de détails. Je vous laisse parcourir cette documentation pour savoir comment les éléments vont fonctionner de façon avancée. Par exemple, ici vous avez mise en forme avancée des formulaires HTML.